C'est la première fois que les États-Unis utilisent aussi massivement l'intelligence artificielle dans une guerre de grande ampleur. Alors que les bombardements continuent au Moyen-Orient, l'IA est devenue une pièce maîtresse dans leurs opérations. Mais alors comment l'armée s'en sert-elle et pourquoi cela inquiète-t-il de plus en plus? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio. Ça fait bientôt 2 semaines que les États-Unis et Israël ont commencé à bombarder l'Iran et qu'en réponse, l'Iran bombarde Israël et de nombreux pays de la région. Parallèlement, Israël a aussi recommencé à bombarder massivement le Liban. Le conflit dans la région a déjà mené à des milliers de morts et à une crise humanitaire majeure selon l'ONU. Si vous voulez en savoir plus, on a déjà fait de nombreuses vidéos sur ce sujet ces derniers jours. Concernant l'IA, on a déjà parlé de son rôle dans l'assassinat de l'ancien ayatollah Ali Khamenei, qui était le guide suprême du pays. Mais aujourd'hui, on va davantage analyser son utilisation dans les bombardements. Alors, l'utilisation de l'IA sur les champs de bataille, ça n'est pas nouveau. Elle est notamment utilisée en Ukraine, mais c'est la première fois qu'elle joue un rôle central dans des bombardements d'une telle ampleur. Pour vous donner une idée, après 5 jours de guerre, l'armée américaine a par exemple affirmé avoir bombardé 2000 cibles en Iran, dont environ 1000 dès les premières 24 heures, un niveau de bombardement rendu possible en grande partie grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette utilisation massive de l'IA, elle est confirmée à la fois par des déclarations de hauts gradés états-uniens, mais aussi par de nombreuses enquêtes journalistiques. Mais alors, quel est le rôle exact de l'IA dans cette guerre? En fait, depuis 2017, le Pentagone, donc l'équivalent du ministère des Armées aux États-Unis, a lancé ce qu'on appelle le projet Maven. L'idée était de résoudre un problème concret. Les renseignements états-uniens disposaient de milliers d'heures de vidéos et d'images issues de satellites, de radars ou d'autres capteurs, mais les analystes humains n'avaient pas le temps de tout analyser. Grâce à l'IA, des algorithmes peuvent donc analyser automatiquement ces images et vidéos. Ils détectent et localisent des cibles potentielles comme des personnes ou des installations et remontent ces informations directement à l'armée. Mais aujourd'hui, l'IA va bien au-delà de la simple analyse d'images, elle aide les commandants à gérer les approvisionnements en armes et munitions et peut même conseiller quel missile serait le plus efficace selon le contexte. Pour mener à bien toutes ces opérations, plusieurs IA sont utilisées, elles proviennent notamment de géants de la tech comme Amazon ou Microsoft, mais selon plusieurs enquêtes journalistiques concernant la guerre en Iran, ce sont surtout les outils de start-up spécialisés comme Palantir ou Claude AI qui sont utilisés par les États-Unis pour prioriser en temps réel les cibles frappées en Iran. Sur ce point, Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, l'entreprise qui développe le modèle Claude, est d'ailleurs actuellement en forte opposition avec l'administration de Donald Trump. En fait, après avoir signé un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone, il affirme avoir posé 2 lignes rouges à ne pas dépasser. Il refuse catégoriquement que son IA puisse être utilisée par le gouvernement pour surveiller massivement les Américains ou pour que des armes soient utilisées dans la guerre de façon autonome sans la supervision d'un humain. De son côté, le Pentagone exigeait et poussait pour avoir un accès total à son IA sans exception, ce qui a donc envenimé les discussions. On va pas rentrer dans les détails, mais résultat, l'administration Trump a finalement exclu Claude AI de tous les contrats sensibles de défense américaine. L'entreprise derrière Claude AI a donc déposé plusieurs recours en justice, estimant que le gouvernement ne l'avait pas simplement écarté d'un contrat, mais qu'il l'avait véritablement puni pour avoir défendu ses convictions concernant l'IA. Le gouvernement américain a désormais donné 6 mois à l'armée pour se passer de Claude AI, alors que les analystes estiment que le Pentagone aurait du mal à s'en passer, tellement l'IA est désormais intégrée à ces systèmes. Concrètement, ça veut dire que Claude AI peut encore être utilisé en Iran dans les 6 prochains mois, mais après, ce ne sera plus possible. En tout cas, d'autres sociétés se positionnent déjà comme alternative, ChatGPT d'OpenAI ou encore xAI, l'entreprise d'IA d'Elon Musk. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qui fait tant débat dans l'utilisation de l'IA dans le contexte de la guerre? Aujourd'hui, l'une des principales critiques qui est exprimée par de nombreux experts et ONG, c'est le fait que l'action humaine soit de moins en moins présente dans des décisions qui peuvent entraîner la mort. Pour faire simple, même si aujourd'hui l'IA n'agit pas seule et qu'un humain doit valider ses propositions, ces systèmes de ciblage IA compressent énormément ce qu'on appelle le cycle détection-décision-frappe, qui était pendant des décennies entièrement décidé et validé par un humain. Aujourd'hui, certains experts alertent sur le risque que les commandements se reposent trop sur l'IA en suivant ses recommandations sans toujours les vérifier, alors que le système peut se tromper. Par exemple, au début de l'offensive israélienne à Gaza en 2023, des enquêtes journalistiques menées par de nombreux médias, dont The Guardian, affirmaient notamment, en s'appuyant sur des témoignages venant de l'armée israélienne, que certains conseils donnés par l'IA étaient simplement validés en quelques secondes par des humains et que l'intervention humaine n'apportait aucune valeur ajoutée, si ce n'est celle d'apposer une marque d'approbation. Aujourd'hui, concernant la guerre en Iran, l'agence de presse Reuters, qui cite des sources internes à l'administration Trump, affirme qu'une enquête de l'armée américaine ouvre désormais la porte à une possible responsabilité des États-Unis dans le bombardement d'une école élémentaire en Iran qui a tué 168
48 personnes, majoritairement des petites filles selon l'UNICEF. Selon une enquête du New York Times, le missile qui a touché l'école était d'ailleurs bien de fabrication américaine, et selon le Wall Street Journal, le programme IA de l'armée américaine pourrait s'être appuyé sur des renseignements trop anciens, confondant ainsi l'école avec un ancien bâtiment militaire qui s'y situait il y a plusieurs années. À noter que l'école est aujourd'hui située à côté d'un complexe composé de plusieurs bâtiments liés aux gardiens de la Révolution, la branche militaire et idéologique du régime islamique iranien. Bref, vous l'aurez compris, les enjeux autour de l'IA risquent de devenir de plus en plus importants en temps de guerre, avec des débats éthiques concernant la responsabilité des frappes. Qui est responsable, l'IA ou la personne qui a validé son choix? De nombreuses ONG appellent donc à plus de régulation et de transparence. On aura d'autres occasions d'analyser tout ça dans les prochains jours. En attendant, je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La France va tripler son soutien humanitaire au Liban en envoyant ce jeudi 60 tonnes d'aide destinées aux réfugiés qui fuient le sud du pays. C'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui l'a annoncé ce mercredi sur TF1. Cette aide comprend notamment des kits sanitaires et d'hygiène, des matelas, des lampes, mais aussi un poste sanitaire mobile. En fait, depuis le 2 mars, Israël bombarde le sud du Liban, mais aussi la capitale du pays, Beyrouth. L'armée israélienne affirme viser le Hezbollah, qui est à la fois un parti politique islamiste libanais et une organisation armée classée comme terroriste par de nombreux pays et qui est alliée de l'Iran. Ces bombardements ont donc été lancés en réponse à des tirs du Hezbollah sur Israël. Selon le gouvernement libanais, les bombardements israéliens ont tué 570 personnes, dont 86 enfants, et déplacé environ 760 000 personnes au Liban. C'est dans ce contexte que la France s'apprête également à fournir plusieurs dizaines de véhicules de l'avant-blindé aux forces armées libanaises, des véhicules qui servent à transporter des troupes, mais aussi à assurer des missions de commandement ou de soutien. De son côté, Jean-Noël Barrot a rappelé que l'armée libanaise était, je cite, la seule force légitime à assurer la sécurité du Liban, et il a aussi appelé le Hezbollah à cesser ses attaques contre Israël et à rendre ses armes aux autorités libanaises. Ce mercredi matin, Israël a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth, le bastion du Hezbollah selon les autorités libanaises. On continuera de vous informer sur la situation. Deuxième actu, une Française en mission humanitaire pour l'UNICEF en République démocratique du Congo a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une frappe sur la ville de Goma, à l'est du pays. Karine Buisset, âgée d'une cinquantaine d'années et mère de famille, participait à une mission destinée à aider les populations civiles, notamment les enfants touchés par le conflit. Pour rappeler le contexte, Goma, c'est la capitale de la province du Nord Kivu, située à l'est de la RDC. La ville est contrôlée par le groupe paramilitaire M23 depuis janvier 2025, mais plus largement, depuis fin 2021, le M23 contrôle, avec le soutien du Rwanda, de larges territoires dans l'est de la RDC, une région qui est riche en ressources et qui est en proie à des combats entre groupes armés. Les forces armées congolaises, positionnées à plusieurs centaines de kilomètres de Goma, y mènent régulièrement des frappes de drones. À noter que le groupe M23 est accusé par l'ONU et plusieurs ONG d'avoir commis des crimes de guerre, notamment des exécutions de civils, des violences sexuelles et des recrutements d'enfants soldats dans l'est de la RDC. Et c'est donc dans ce contexte que l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire auquel appartient le M23, a indiqué que 3 personnes ont été tuées lors de frappes de drones sur la ville, mais à l'heure actuelle, l'origine exacte de l'attaque n'est pas confirmée et une enquête doit encore déterminer qui est responsable du tir et pourquoi cette zone a été ciblée. De son côté, le M23 accuse l'armée congolaise de viser les positions de l'ONU et de l'Union européenne. En tout cas, selon la porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo, Karine Buisset était, je cite, une membre éminente et respectée du personnel de l'UNICEF. Le président Emmanuel Macron a aussi exprimé sur X son soutien à la famille, aux proches et aux collègues de Karine Buisset, appelant au respect du droit humanitaire et des personnels engagés sur le terrain pour sauver des vies. Troisième actu, et ça concerne l'affaire Epstein. Le Zorro Ranch, une propriété luxueuse et isolée située dans l'état du Nouveau-Mexique, appartenant au criminel sexuel Jeffrey Epstein, a été perquisitionné ce lundi. Un document publié par le ministère de la Justice des États-Unis indique que des corps pourraient y être enterrés. En fait, une enquête criminelle a été ouverte le 19 février dernier par le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique. Elle porte sur des accusations d'activités illégales qui auraient eu lieu dans ce ranch avant la mort de Jeffrey Epstein en prison en 2019. Et c'est dans ce cadre que les autorités ont donc perquisitionné le Zorro Ranch ce lundi. Situé près de la ville de Santa Fe, ce ranch était jusqu'ici passé sous les radars et n'avait jamais été perquisitionné, contrairement à d'autres résidences d'Epstein ou à son île des Caraïbes, Little St. James. Pourtant, le lieu est déjà mentionné à plusieurs reprises dans les documents publiés par le ministère de la Justice. Parmi ces documents figure notamment un mail écrit par un ancien employé du ranch. Dans ce mail, il affirme, je cite, que 2 filles étrangères auraient été tuées par strangulation lors de rapports sexuels brutaux et fétichistes. Selon ce témoignage, les 2 femmes auraient ensuite été enterrées quelque part dans les collines à l'extérieur du Zorro, sur ordre de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, son ex-compagne et complice. Pour l'heure, aucun corps ni preuve confirmant ces accusations n'ont été retrouvés. On vous tiendra évidemment au courant. Quatrième actu, une commission d'enquête internationale de l'ONU a accusé ce mardi la Russie d'avoir commis, je cite,
des crimes contre l'humanité en déportant de force des milliers d'enfants ukrainiens vers le territoire russe et en empêchant leur retour pour les intégrer dans la société russe. Toujours selon ce rapport, les mesures prises par les autorités russes à l'encontre des enfants déportés ont violé le droit humanitaire et le droit international des droits de l'homme. D'après des chiffres du gouvernement ukrainien, près de 20 000 enfants ukrainiens ont été emmenés de force depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. De son côté, la Russie a assuré avoir déplacé certains enfants ukrainiens de leur foyer ou orphelinat pour les protéger de la menace d'hostilité. Mais pour autant, la commission de l'ONU rappelle que le droit international humanitaire autorise les évacuations seulement si elles sont temporaires et justifiées pour des raisons urgentes de santé ou de sécurité. Or, selon les enquêteurs, 80% des enfants ukrainiens expulsés ou transférés ne sont pas rentrés chez eux. Ils estiment que les autorités russes ont mis en place, au plus haut niveau de l'État, une politique pour empêcher le retour d'enfants ukrainiens avec l'application directe du président russe Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale, chargée de poursuivre les responsables des crimes les plus graves lorsque les États ne le font pas eux-mêmes, a d'ailleurs émis en 2023 un mandat d'arrêt contre lui pour déportation illégale d'enfants. Cinquième actu, en Suisse, l'incendie d'un autocar dans la ville de Kerser à l'ouest du pays a fait 6 morts et 5 blessés, dont 3 grièvement selon la police cantonale. L'un des passagers se serait aspergé d'essence avant d'allumer le feu selon plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux. Les flammes auraient ensuite progressé dans l'habitacle du bus. La police suisse a confirmé ce mercredi matin privilégier la piste, je cite, d'un acte volontaire, tout en écartant pour l'instant une action terroriste. Elle a également annoncé l'ouverture d'une ligne téléphonique destinée aux témoins de l'incident et le ministère public du canton a immédiatement ouvert une enquête. La compagnie Carte Postale, principale entreprise suisse du transport public régional sur route, a réagi à l'incendie et a indiqué qu'une équipe de soutien psychologique sera à la disposition des collaborateurs dès ce mercredi. Le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, s'est dit, je cite, profondément choqué et attristé. Et on termine avec cette actu qui concerne les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Vous avez jusqu'à ce jeudi 12 mars à 23h59 pour saisir vos vœux de formation sur Parcoursup. Chaque élève peut formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux maximum non hiérarchisés parmi 25 000 formations proposées sur la plateforme. À noter qu'il y a quand même une exception, les formations en apprentissage. Pour ces formations, les candidats peuvent continuer à faire des vœux jusqu'au 8 septembre. Alors après cette échéance, la prochaine étape importante du calendrier de Parcoursup est fixée au 1er avril. Jusqu'à cette date, les candidats ont la possibilité de finaliser leur dossier et de confirmer les vœux saisis. Les réponses aux vœux seront ensuite envoyées à partir du 2 juin. En 2025, sur les 650 000 candidats qui avaient déposé un dossier sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur, près de 92% ont reçu au moins une proposition, selon le ministère de l'Éducation nationale. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à Elan sur Instagram et TikTok pour tout savoir sur les actus étudiantes. Merci Samy pour ces actualités en bref et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui et plus globalement ces derniers jours. L'actualité est très intense, merci beaucoup pour votre fidélité. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.